Chapitre 28. La 7e coupe. C'est accompli. Du point de vue céleste, quelque part au-delà du voile du temps, une déclaration divine retentit. Et le 7e ange versa sa coupe dans l'air, et une grande voix sortit du temple, du trône, disant « C'est accompli. » Les cieux se déchirèrent comme un tissu. Une impulsion de lumière, blanche comme l'éternité, traversa le firmament, saignant à travers les galaxies et les couches atmosphériques, enflammant la lisière de la stratosphère terrestre d'un feu spectral. Puis vint le son. Pas un tonnerre, pas un séisme, quelque chose de plus ancien, quelque chose de brut, le rugissement du dénouement de la création, chaque molécule pleurant à l'unisson. Sous ce cri antique, la planète se convulsa. Le ciel scintilla de fractures de foudre, arc-boutant les continents. Les vents hurlèrent comme des banshees arrachés à leur tombe. La lune saigna. Le soleil vacilla. Et l'air lui-même devint un champ de bataille entre les royaumes. Le temps ralentit. Au-dessus, les veilleurs angéliques détournèrent leur visage de la terre. En bas, des esprits impurs jaillirent de la bouche des rois. Et dans le noyau creusé de la planète, quelque chose d'ancien s'éveilla. Un battement plus vieux que les nations. Un frémissement plus profond que le temps. Puis le silencieux souffle divin avant la rupture. La fracture avait commencé, Denver se fissura, et le commandement des Alpes chancela. Naomi Cross s'agrippa au mur alors que le sol grondait. Les étagères s'effondrèrent, les lumières explosèrent. Bassé, MSAS, le réseau solaire s'éteignit, privant la moitié des moniteurs d'alimentation. Protégez les serveurs, renforcez l'infirmerie, sécurisez les enfants, cria-t-elle. Des étincelles jaillirent d'un conduit alors qu'une autre onde de choc secouait le bunker plus profonde cette fois, comme si quelque chose d'immense bougeait sous les rocheuses. Un éclaireur entra en trombe, à bout de souffle. « Madame, la crête ouest, elle a disparu, fendue, juste effondrée. » Naomi se tourna vers la console. Des signaux d'urgence clignotèrent sur la carte. Cheyenne Mountain, depuis longtemps abandonné, était maintenant un vide lumineux. Colorado Springs avait disparu dans une faille fumante. « Ça se propage vite », murmura un technicien. « C'est comme si quelque chose était poursuivi. » La voix de Naomi baissa d'un ton. « C'est la 7e coupe. » À cet instant, la carte alpine s'illumina des alertes rouges couvrant Berne, Interlaken et jusqu'au cœur de la France. Des rapports grésillèrent depuis Petra et Genève. Les Rocheuses, les Alpes, l'Himalaya, tous tremblaient. Le sol gémit et pleura non pas d'un simple tremblement, mais d'une convulsion profonde. Dans le sanctuaire de Petra, la poussière tomba du plafond alors que les veines de pierre se fendaient en lignes dentelées. Evelyne se rattrapa au mur, son pouls battant au rythme du tonnerre souterrain. La voix d'Adrien perça le chaos. Et, statut de système, énergie, les lumières vacillèrent. Des enfants hurlèrent. SCS. Une croix en métal tomba de l'autel, résonnant contre la pierre. La voix grave de Jonah. C'est la dernière coupe. Un message brouillé siffla dans les haut-parleurs à peine audibles. Mayday, ici, Denver, Naomi Cross. La tête d'Adrien se redressa brusquement. Naomi? Sa voix perça les interférences. Pantin, les rocheuses. Se fracture. Cheyenne Mountain, quelque chose l'a ouverte de l'intérieur. Ce n'est pas un séisme. C'est comme si le sol se déchirait. D'autres rapports s'enchaînèrent. Les Alpes s'effondrent, Berne, Interlaken. C'est mondial. Même les enfants se turent. L'air s'alourdit de l'odeur métallique de terre brisée. Adrien toucha la radio. « Naomi, évite les bandes principales. Ils peuvent te tracer. » Sa voix revint, étouffée. « Je ne crois pas qu'ils écoutent encore. Je crois qu'ils fuient. » Puis vint le grondement. Grave, profonde, primal. La terre poussa un cri. Les écrans s'éteignirent. Les réseaux disparurent. Les satellites moururent. D'abord, on pensa à une simple interférence, mais cela s'aggrava. C'était planétaire. Une rupture explosa à travers le manteau terrestre, un effondrement de résonance, fracturant la lithosphère et exposant l'asténosphère.
Les villes ne s'effondrèrent pas seulement, elles hurlèrent. Les plaques tectoniques se déchirèrent comme du papier. Les zones de subduction cédèrent. Des îles et des côtes entières furent englouties. Les Andes se fendirent. L'Himalaya s'effondra. Les Rocheuses sombrèrent. Naomi, depuis Denver, vit une haute crête disparaître dans la fumée et la cendre. Et quelque part, dans l'obscurité, quelqu'un tomba à genoux sans voix, témoin d'un monde en train de se réorganiser. À nous, Babylone, le souverain faisait face au mur de données fracturées. Des lignes sismiques, rouge balafré, chaque plaque tectonique cascadia, anatolienne, alpine, Mariana, San Andrea, toutes clignotant en même temps. Nous perdons la cohérence, annonça Séphora, sa voix grésillante. Stabilité tectonique. Nulle. Toutes les plaques sont en mouvement. Que voulez-vous dire? Toutes? Aboya un commandant. La croûte n'est plus intacte. Le commandement avait échoué. Le jugement? Non. Les ingénieurs de l'unité couraient. Sur la plateforme inclinée, tentant de maintenir le système en ligne. Un moniteur explosa dans un jet d'étincelles, plongeant la salle dans le chaos. L'un d'eux hurla, tandis que le sol sous leurs pieds tremblait d'un grondement sourd, annonçant la fin du monde tel qu'il le connaissait. Un synthétique, placé à côté du souverain, sans visage et mince comme du verre, déclara d'une voix plate. Hors ligne. Synchronisation cognitive perdue. Boucle de renforcement mnésique effondrée. Une nouvelle secousse fit tanguer le sol. Bien plus bas, la tour Unité 9, la plus haute de Nouvelle-Babylone, se replia sur elle-même comme une flamme mourante. Sa flèche engloutie dans un nuage d'or et de cendres. Le souverain s'avança vers la plateforme d'observation, regardant son empire se fendre. Les routes se tordaient, les digues éclataient. Un grêlon de la taille d'un drone de transport traversa un pont aérien, écrasant 5 étages d'une archéologie corporative. Il resta immobile, les yeux rivés sur sa cité dorée qui volait en éclats comme du verre. « C'est trop tôt », murmura-t-il, les yeux assombris par le regret. La convergence finale devait arriver dans quelques années. La voix de Séphora se dissipa en parasite, puis se tut. Un flux automatisé s'activa. Une voix stérile venue du relais orbital annonça « Densité de la croûte planétaire en diminution. Déplacement océanique en hausse. Effondrement global dans T, moins 21 minutes. » Le compte à rebours n'était plus théorique. Il était terminal. La planète ne mourait pas doucement. Elle s'ouvrait elle-même. Les poings du souverain se crispèrent. Ses gants synthétiques se fissurant. Il se tourna vers l'IA encastrée dans le mur. Lancer la réinitialisation mnésique. Reforger toutes les neuralidées. Activer le protocole de contingence niveau 6. Silence. Puis la réponse, sèche et glacée. Densité du champ neural insuffisante. Réécriture cognitive désormais non viable. Le regard du souverain se fixa sur l'horizon brisé. Alors nous commencerons autre chose. Derrière lui, le sol s'ouvrit, juste derrière le trône. Personne ne se tenait là pour le voir. Au-dessus, l'atmosphère supérieure de la Terre bouillonnait de vapeurs surchauffées et de débris ionisés. Des cellules orageuses de la taille de continents se formaient en quelques minutes, s'élevant à plus de 15 km de hauteur, tourbillonnant de feu et de glace, avec une pression si intense qu'elle faisait éclater les bâtiments par la seule force du vent. Depuis l'orbite, elles ressemblaient à des ecchymoses planétaires. La magnétosphère vacilla, puis s'effondra par pulsation. Le rayonnement solaire transperça les couches supérieures, déclenchant des halos de plasma au-dessus des grandes viscles. L'électronique grillait, les satellites brûlaient, les avions tombaient. Yellowstone explosa le premier, un pilier de cendres obscurcissant le ciel de l'Amérique du Nord. Puis vinrent Toba, Aera, Éclat et Popocatépetl. Des nuées de cendres déferlèrent sur les continents, étouffant la stratosphère. Pour ceux qui observaient depuis l'orbite, cela ressemblait aux nuées des cieux. Inversées, les eaux montèrent. De New York à Nouvelle-Babylone, de Tokyo à Mumbai,
Les océans reprirent ce que les hommes avaient bâti, dévorant les œuvres de leurs mains. Les rêves se dissoudirent plus vite que l'acier. Le ciel au-dessus de New York se brisa comme un miroir chuté. Un arc de foudre violette ondulait dans les cieux, reflété dans le fleuve Hudson, comme des veines pulsant à travers le cœur d'un monde mourant. Puis vint le son profond, ancien. Ce n'était pas du tonnerre, c'était le gémissement des eaux tectoniques qui se brisaient, le rugissement d'une planète expirant le jugement. À Lower Manhattan, les touristes s'immobilisèrent alors que le sol tanguait sous leurs pieds. Les tours de verre oscillèrent, frémirent, puis éclatèrent vers l'intérieur. La flèche de l'unité plus haute que toutes ces autres, bâtie là où se dressait jadis la liberté, se tordit en son centre. Sa couronne vacilla, s'éteignit, puis chuta dans la ligne d'horizon dans une spirale de feu. La statue de l'unité, effigie dorée du souverain brandissant la flamme de l'ascension, se fendit en deux. La torche tomba la première, disparaissant dans la baie avec un sifflement semblable à l'extinction d'une âme. Puis le corps, suivi englouti par une vague noire et rugissante, surgit comme un prédateur. Les sirènes hurlèrent, puis le silence. Les tunnels du métro se remplirent en quelques secondes. L'East River s'inversa. Les ponts cédèrent comme de la ficelle. Des blocs entiers furent soulevés et écrasés dans le même instant. Un drone de livraison tournoya comme un oiseau, mort au-dessus de Times Square, sa publicité. Paix par le progrès. Clignotant avant de s'éteindre, l'eau frappa de toutes parts. Les gens coururent vers les hauteurs, dans les immeubles, les ascenseurs, les cages d'escalier. Cela ne changea rien. La mer n'avait aucune pitié. Elle grimpa plus haut que les plus grandes promesses. Et puis New York disparut. À des milliers de kilomètres, Babylone la Nouvelle s'effondra dans le silence. L'empire bâti sur la lumière se réduisit en poussière sans qu'aucune trompette ne sonne. Depuis la station orbitale du souverain, elle avait toujours semblé invincible. Une archéologie d'acier et de lumière surgit des sables de l'ancien Dubaï. La citadelle de l'unité couronnait sa silhouette, une tour noire embrassée par des soleils synthétiques. Des fontaines de prières holographiques diffusaient des versets de paix dans le ciel. Des exécuteurs flottants patrouillaient les boulevards néons, scannant l'esprit de ceux qui osaient résister. Et pourtant, sous sa beauté, elle était creuse. La secousse vint d'abord, puis la mer. Les îles artificielles, le monde, la palme s'effondrèrent sous la vague. Les tours de luxe glissèrent dans le golfe Persique. Les archives de l'unité se court-circuitèrent. Les coffres de données fondirent. Les citoyens à mémoire stockés, ceux qui avaient cédé leur âme pour une immortalité numérique, hurlèrent en silence tandis que leur conscience se noyait dans un code corrompu. La citadelle de l'unité se fissura à sa base. Du verre plaqué retomba du ciel comme des éclats de feu. Les rues, autrefois pavées de lumière, sombrèrent dans le chaos. Les drones tombèrent comme des lucioles mortes et les signaux de paix se transformèrent en hurlements de données brisées. Chaque niveau de la ville s'effondra sur le suivant, comme si le cœur même de l'Empire avait abandonné sa volonté de se maintenir debout. Sur l'hélipade d'un toit, une voix cria dans la tempête. Mais c'était la capitale, le siège de l'Empire. Une autre voix, plus basse, tremblante, répondit. Non, son trône est à Jérusalem. Mais ceci, c'était son palais d'illusions. Et les illusions sombrèrent sous la mer. Des rêves qui jadis régnaient sur des nations se noyèrent sans laisser de traces. Tokyo se plia comme de l'origami. La faille de Sagami se réveilla sans prévenir. Les rues se fendirent. Les tours s'inclinèrent vers l'intérieur. Le Shinkansen dérailla en plein vol, traçant une ligne de destruction à travers la colonne vertébrale de la ville. Les enseignes TN au néon explosèrent au ralenti. Les voies épées aériennes se contorsionnèrent comme des lianes. Un tsunami surgit au large de la côte Est. Ce n'était pas une vague, c'était un mur. Il engloutit Yokohama, puis se rua vers le cœur de Tokyo comme une gomme cosmique. Les gens grimpèrent, mais même les toits se noyèrent. À Mumbai, la mer n'avait donné aucun avertissement. La porte de l'Inde disparut sous une vague écumante. Les bidonvilles s'effondrèrent.
Les tours des millionnaires gémirent, puis tombèrent comme des allumettes. Une femme hurla pour ses enfants. Un père serra sa famille contre lui et se tourna vers les flots. Il ne s'enfuit pas. Il pria, et les eaux les emportèrent, non vers la mort, mais dans les bras de Dieu. Puis la voix revint, non pas de la terre, mais d'au-delà. Et toute île s'enfuit, et les montagnes ne furent plus trouvées. À Tuvalu, le vent changea d'abord. Une immobilité salée, comme un souffle retenu trop longtemps. Les palmiers se courbèrent, non sous la force du vent, mais face à quelque chose de plus profond, d'inévitable. Les familles seules se tenaient pieds et nues dans le sable, fixant l'horizon montant. Il n'y avait plus de hauteur où fuir, seulement la mer, illuminée par la lumière terrible du jugement. Dans une minuscule église de corail, une vieille femme s'agenouilla sous une croix de bois, polie par des générations de prières. Sa voix se brisa en murmurant les Écritures dans sa langue natale, les pages frémissant dans l'air humide. Même si la terre se transforme et que les montagnes s'effondrent au cœur de la mer, un garçon s'agrippait à son côté, les yeux grands ouverts mais secs, écoutant les vagues s'approcher. Puis vint le son, ni un fracas, ni le tonnerre, mais celui de la mer prenant la terre. Pourtant, le cœur commença à chanter. Le sol trembla, l'eau franchit les fenêtres, mais ils chantèrent jusqu'à la fin. Au-delà des vagues, les anges les attendaient. À Kiribati, le récif de corail se fendit dans un profond gémissement, comme un soupir de reddition. Une famille se rassembla sur le toit de leur maison, tandis que l'océan s'insinuait dans la rue comme de l'encre renversée. La mère serrait son nourrisson. Le père fixait l'horizon, les lèvres murmurant une prière silencieuse. Dans la chapelle voisine, les derniers fidèles entonnèrent dire leur hymne. « Et nous n'avons d'autre roi que le Christ », cria un ancien, alors que l'eau salée lui montait aux genoux. Aucune marque, aucun maître, aucune peur. L'éclair jaillit. La mer s'élança. Au loin, les toits flottaient comme des bateaux de papier, puis disparurent. La cloche de l'église sonna une fois, 2 fois, puis se tut à jamais. Mais dans ce dernier carillon, le ciel les entendit et ouvrit grand ses portes. Aux Galapagos, les tortues géantes grimpaient lentement les collines, leurs yeux anciens empreints de tristesse, cherchant un sommet qui n'existait plus. Les iguanes marins sifflaient tandis que la vapeur s'élevait de la terre fissurée. La mer bouillonnait. Un chercheur, resté lors de l'évacuation, était assis sous un arbre calciné, enregistrant ses derniers mots. La mer monte plus vite que je ne l'aurais cru. La côte est déjà engloutie. Ce n'est pas un effondrement climatique. On dirait que la planète se replie sur elle-même. Si quelqu'un entend ceci, sachez que je suis mort entre l'émerveillement et la terreur. Sa voix se perdit dans les grésillements, alors que la falaise s'effondrait. Il n'y avait pas d'arche, cette fois, seulement la mer. Un auxile canari, un berger s'agrippait à un mur de pierre en ruine, alors que la terre se dérobait sous lui. Il appela son troupeau. Aucun son ne lui répondit. Aux îles Marshall, une fille tenait son chien dans une eau qui lui montait à la taille et murmura « Peut-être que le ciel est plus haut ». Elle ferma les yeux et sourit, car d'une manière étrange, elle le savait. C'était vrai. Et lorsqu'elle les rouvrit, elle était au paradis, et en Islande, les volcans éclatèrent. Comme des cœurs blessés, saignant du feu, alors que les coutures tectoniques du monde s'ouvraient toujours plus. La terre ne faisait pas que se briser. Elle était en train de se réécrire. Été puis la grêle, pas de la pluie du feu blanc. Un grêlon de 50 kilos écrasa un avant-poste de la résistance à Marseille. Un autre transperça un transport parisien en plein vol. Un troisième ensevelit un convoi en fuite au Soudan. Ce n'était pas de la grêle, c'était de l'artillerie divine. Glace, cendres fondues, métal et jument. Et à les jugements, un dernier avertissement, un dernier coup. Et Petra trembla, mais tint bon. Les murs luisaient faiblement. Le sol frémissait, mais ne se brisait pas. Un ancien du remnant murmura. Il se souvient. Au-dessus de la terre, la station orbitale tournait perdue en recalibrage, dans sa cathédrale de verre et d'alliage. Le souverain observait en silence. Son poste d'observation flottait en orbite terrestre basse,
intacte face aux tempêtes, séismes ou incendies. Sous ses pieds, la planète bleue se tordait, se fissurait et vomissait de la fumée dans la stratosphère. Les océans avaient changé de forme. Les côtes étaient méconnaissables. Des panaches de vapeur s'élevaient des zones de fracture de l'Atlantique et de l'océan Indien. Les lumières de l'Amérique du Nord et de l'Europe de l'Ouest s'éteignaient par bandes ondulantes. Mais il ne disait rien. Derrière lui, 3 scientifiques de classe Sephora glissaient entre les consoles de contrôle, leurs robes synthétiques murmurant contre le sol métallique. Des flux de données en temps réel défilaient sur des panneaux transparents, retours sismiques, modèles d'effondrement topographique, taux de déplacement d'énergie dans le manteau supérieur. Le flux commença à se fragmenter. Nous perdons la résolution sur les marqueurs tectoniques, 31 à 75, annonça l'un d'eux d'une voix lisse et sans émotion. Une autre se tourna, ses yeux brillants d'un bleu pâle. Le déplacement sous-marin a dépassé les modèles prédictifs de plus de 800%. La croûte s'effondre en couches de cisaillement vertical. Nous pensons que l'enveloppe externe de la planète est en train de se replier. Elle s'interrompit, comme de la peau se détachant de l'os. Un silence tomba. Puis, froidement et sans emphase, elle ajouta « Ce n'est pas un séisme, c'est un événement d'exfoliation planétaire. » Le souverain leva une main vers le flux de données. « Recalibrer. »« Nous avons essayé, » répondit le 3e scientifique. « Les algorithmes ne peuvent pas s'adapter assez vite. Ce n'est pas l'événement le problème, c'est la vitesse. » L'écran vacilla. La croûte terrestre se fractura en mosaïques numériques. Les zones sismiques commencèrent à se chevaucher, puis à disparaître complètement. Le souverain resta figé, les yeux noirs, la bouche calme, son reflet tremblant dans le verre comme sculpté dans le marbre. « Nous avons conçu un système pour anticiper l'avenir, » dit-il doucement, « pour simuler tous les scénarios. Pourquoi ne l'a-t-il pas vu venir? » Aucun des Sephora ne répondit. La station orbitale trembla légèrement et pour la première fois, il recula de la vitre. « Recalibrage » murmura-t-il encore. « Recalibrage » Le mot signifiait plus que des données. Il marcha vers le sanctuaire intérieur de la salle de commandement, traînant le silence comme une cape. Et la terre poussa son dernier gémissement. Mais ils ne se repentirent pas. Profondément sous le bouclier canadien, l'élite mondiale s'était réfugiée dans le complexe de survie le plus avancé jamais construit, présenté comme l'endroit le plus sûr sur Terre, enfoui dans le granit du nord du Canada. Des filtres à air quantique ronronnaient, des moniteurs tapissaient et les murs, diffusant des flux en temps réel. Relevés thermiques, patrouilles de drones, capteurs sismiques. Le bunker avait tenu. Ils arrivaient depuis que les trompettes avaient commencé à retentir. Sur le papier, ils étaient en sécurité, mais personne dans cette pièce ne se sentait à l'abri. Un PDG de Tokyo fixait le flux de données instables. La secousse est hors échelle. Comment est-ce possible? Cette roche est stable depuis 1 milliard d'années. Un autre homme, en sueur, s'agrippait à la console. Oublie la roche, regarde les caméras célestes, la grêle. Mon Dieu, c'est comme si toute l'atmosphère s'effondrait. Soudain, des alarmes retentirent. Une assistante IA annonça « Arrivée imminente, appareil identifié, navette privée, ID, Fenwick Holdings, ETA, 45 secondes. » Un flux en direct s'affiche. Ils regardèrent, silencieux, un Skycar profilé, moteur incandescent, fendant le sol fracturé, évitant cratères et débris. À l'intérieur, le dernier magnat, Fenwick lui-même, criait dans les communications. « Gardez les portes ouvertes, j'y suis presque !» Les portes du bunker se rétractaient encore, miroitantes de champs de défense. Son vaisseau fonçait, propulseur à fond. Et puis, le ciel s'assombrit. Les capteurs hurlèrent. Impact imminent. Masse, 46 kg. Vitesse, 230 mètres par seconde. Un bloc de grêle, plus grand que tout ce que l'histoire avait enregistré, transperça les nuages comme une ogive. Sur les moniteurs, les milliardaires virent avec horreur le Skycar de Fenwick vriller en plein vol, moteur en panique, tentant d'esquiver. Trop tard. La grêle s'abattit avec un fracas qui fit trembler même leur forteresse souterraine.
L'écran devint blanc, puis statique. Silence. Quelqu'un murmura « Est-ce qu'il a survécu ?» Personne ne répondit. L'IA confirma d'une voix plate. « Fenwick Holdings. » Terminé. Dans le silence lourd qui suivit, une femme parla enfin. Sa voix était fine, tremblante. « Cet endroit, cette technologie, tout ça, ce n'est pas suffisant. » Les écrans vacillèrent, montrant la dévastation sur tous les continents. Des villes disparues, des océans montants, des montagnes s'effondrant. La 7e coupe avait commencé. Et bien qu'ils soient enfouis sous le granit de la terre, leur richesse et leurs murs ne valaient rien. À cette heure, chaque cœur tremblant savait la vérité. La colère qu'ils redoutaient ne venait pas de la terre, mais de l'agneau. Alors les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les hommes, esclaves et libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin du visage de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. » Et Apocalypse, Accra 15:16. Les bulletins d'information, vacillant à travers un ciel étouffé de cendres et des réseaux brisés, ne montraient plus qu'une seule chose, la fin. Des images en boucle venues de chaque continent, de chaque grande ville, de chaque recoin d'une civilisation désormais effondrée. Il ne restait aucun endroit intact. Le monde avait convulsé. Les sismologues, ou ce qu'il en restait, osèrent murmurer un chiffre, au-delà de toute mesure, magnitude +. Techniquement, ce n'était même plus un séisme. C'était une défaillance de la croûte terrestre à l'échelle planétaire. Des plaques tectoniques entières s'étaient fracturées comme du verre. Les montagnes ne s'étaient pas seulement effondrées, elles avaient implosé. Les îles furent englouties, non par des marées, mais par la terre elle-même qui s'ouvrait et les avalait. Les océans avaient déferlé sur des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres, noirs et remplis d'épaves. Et pendant des semaines, les survivants, s'ils avaient du courant, s'ils voyaient encore, regardèrent les mêmes images d'horreur. Des villes s'effondrant comme des châteaux de sable, des éclairs rouges sang fendant le ciel, des gens criant sous les cathédrales effondrées et les gratte-ciels noyés. Les émissions devinrent folie. Certains disaient que même les satellites avaient crié avant de s'éteindre. Ce n'était pas seulement une catastrophe. C'était l'effondrement violent de tout ce qui était humain, de tout ce qui était connu. Pas seulement la fin des villes, mais la fin de la mémoire elle-même. Le monde avait cessé de hurler. Plus de secousses, plus d'effondrements. Juste la poussière, épaisse et silencieuse, suspendue dans l'air comme un jugement prêt à parler. Evelyn avançait pieds nus à travers le couloir brisé, ses bottes abandonnées quand elle avait tiré 2 enfants des décombres. Ses mains étaient coupées, ses cheveux striés de sang qui n'était pas le sien. Chaque respiration lui brûlait la gorge comme si elle inhalait de la pierre en poudre. La grande chambre de Petra, autrefois cœur souterrain du reste, n'était plus qu'à moitié éclairée. Des lanternes de secours projetaient des ombres vacillantes sur le grès fendu. Une légère fumée montait d'un relais électrique grillé. Les voix restaient basses, murmurées, trop fatiguées pour s'élever jusqu'à la peur. Jonas était assis au fond, écrivant suite à la lueur d'une bougie. Les pages se détachaient de son journal relié de cuir pendant qu'il rédigeait ce qui serait peut-être sa dernière entrée. Ses mains tremblaient, pas de peur, mais de crainte révérentielle. Et lorsque le 7e ange versa sa coupe dans l'air, une voix sortit du trône et dit « C'est fait ». Il s'arrêta, puis ajouta « Et pourtant, la terre attend encore. Tous les genoux ne se sont pas fléchis. » Et un enfant toussa non loin. Une femme priait, et quelque part dans l'obscurité, un cantique s'éleva, fragmenté, faux, mais vrai. Adrien se déplaçait en silence dans la chambre, scrutant les murs à la recherche de fissures. Il effleura l'épaule d'Evelyn en passant. Elle lui adressa un petit sourire fatigué, puis désigna le mur du fond d'un léger mouvement de tête. Là, assise sur un rocher, éclairée par le dernier éclat d'une lanterne brisée, se trouvait Alia. Elle ne pleurait pas, elle dessinait. Son esquisse au charbon était déjà terminée. Une épée fendant le ciel, un agneau couronné descendant au-dessus d'un champ de bataille. Adrien s'accroupit près d'elle
les yeux fixés sur l'image. Jonas s'approcha doucement. « Qu'as-tu vu, petite ?» demanda-t-il. Elle murmura, les yeux grands ouverts. « La terre a parlé. Maintenant, les rois vont répondre. » Bien, le temple était immobile. Jérusalem observait. Depuis le mont du temple, l'histoire tremblait sous son propre poids. Aucun tremblement ne dérangeait ses fondations. Aucune tempête ne troublait son ciel. Tandis que la terre craquait et gémissait, Jérusalem restait intacte. À l'intérieur de la cour intérieure, le souverain se tenait debout, les mains croisées dans le dos, le regard porté au loin. Séphora, son image, se tenait près de lui, son visage scintillant par pulsations régulières, calme et impénétrable. Des pas feutrés résonnèrent sur le marbre. L'oracle de lumière entra en glissant, drapé de blanc et d'argent, chacun de ses mouvements gracieux et volontairement efféminés. Un pendentif de saphir pendait à son cou, reposant juste au-dessus d'une fine bande de peau nue, symbole de son adhésion à la véritable union, à la fois spirituelle et sensuelle. Ses yeux, brillants d'une clarté bio-amplifiée, scintillèrent. Les montagnes sont tombées, les mers se sont levées, les villes ont sombré. L'oracle ravala un sanglot, mais sa voix, lorsqu'il reprit, était de soie, conçue pour apaiser et séduire à la fois. Mais tout ce qui importe, c'est que tu sois encore là. Le souverain ne se retourna pas. Qu'il croit que la fin est venue. Un écran suspendu scintilla derrière eux des diffusions de panique et de ruine. Les flottes marchandes pleuraient sur toutes les chaînes. Elle était magnifique, pleura l'un. C'était la mer du commerce, dit un autre avec stupeur. Le port de lumière. Maintenant, elle n'est plus. Les financiers sanglotaient. L'or, les bijoux, sans valeur. Il ne reste personne pour acheter. Les technocrates murmuraient. En une heure, la richesse des siècles s'est effondrée. Ils regardèrent de loin, sans oser revenir. À travers le monde brisé, la nouvelle tomba comme un glas. Babylone la nouvelle était tombée. L'empire doré, bâti sur les ruines de l'ancien Dubaï, avait sombré dans la mer. Le verre pleuvait comme de la neige en feu. Les navires disparaissaient, les tours glissaient sous les vagues, et le monde pleura. Exportateurs, entreprises, gouvernements, tous portaient le deuil tandis que leur dernier filet économique s'effondrait du jour au lendemain. Syndicats commerciaux, banquiers, souverains, chacun de ceux qui s'étaient engraissés de la splendeur de Babylone, se tenait aux frontières du monde en ruine et hurlait. Quand Babylone la nouvelle chuta, le cœur du monde cessa de battre. Les géants du marché, leurs capitaux, leurs infrastructures, leurs artères toutes reliées à Babylone, s'effondrèrent en une nuit, et avec eux, l'illusion de paix et de sécurité. Ils ne pleuraient pas la bonté de Babylone, mais leur propre pouvoir en train de disparaître. Babylone est la grande, murmura l'oracle, mère de l'unité, maîtresse de la lumière, et maintenant. Il se retourna d'un geste vif. Hâte, cendre, dit-il légèrement, presque joueur. Elle portait la couronne d'une reine, dit froidement le souverain. Mais elle n'était qu'une prostituée au calice d'or. Je lui ai donné du temps, je lui ai donné le souffle, mais à la fin, je l'ai livrée à la flamme. Les yeux du souverain restèrent fixés sur l'écran. Elle a accompli son rôle. Le construct avait besoin d'elle pour séduire. Mais moi, je ne séduis pas. L'oracle sourit, diabolique. Ah, non, tu dévores. Le souverain demeura immobile, le regard dur. Le ciel tombe lentement, mais moi, je frapperai vite. Le remnant n'était plus uni. À Denver, dans la forteresse alpine, et à travers l'avant-poste du Sahara, des décisions se prenaient. Dans le bunker du remnant de Denver, le doute et la détermination s'entrechoquaient. Le plafond gémissait encore. Naomi Cross se pencha sur la station de communication, un demi-tableau de bord clignotant en rouge sur tous les canaux. Panne de transmission. Zone d'approvisionnement morte. Silence au nord. Silence de ce qu'il restait de Babylone. Un jeune opérateur essuya le sang de son front. Ils ne reviendront pas, hein? Naomi ne répondit pas. Autour d'elle, les capitaines de la résistance aboyaient des ordres, mettaient à jour des cartes, débattaient des points de repli.
Mais la tension n'était pas que stratégique. Elle était spirituelle. C'était la dernière coupe, dit quelqu'un. Ça veut dire que c'est fini? Non, murmura un autre. As, ce n'était pas la miséricorde. C'était un nettoyage. Un pare-feu divin. Naomi se redressa. Bah, cela signifie que la ligne est tracée. Ils se tournèrent vers elle. Beth, nous tenons bon ou nous tombons. Il n'y a pas de troisième voie? Elle ne cria pas, mais l'air se figea. Mas, Babylonée n'a pas brûlé parce que nous l'avons renversée, dit-elle, mais parce que le souverain l'a laissée brûler. Il l'a utilisée et maintenant, il en a fini avec elle. Il a nettoyé l'échiquier. Un silence suivit. Puis, doucement, et maintenant, Naomi tourna les yeux vers la carte. Maintenant, il vient pour la montagne. Sous les pics fracturés de la Suisse, la discorde grondait. Dans la salle de planification centrale de la forteresse alpine, le silence était plus dangereux que le bruit. Dans la salle de guerre souterraine, 2 anciens du Remnon se disputaient devant une table tactique vacillante. « On aurait dû frapper le réseau quand on avait encore la cible », gronda l'un. « Et on aurait pu paralyser Genève et tuer des survivants. Il reste des innocents. » « Il n'y a plus d'innocents dans le système, » répliqua l'autre sombrement. « C'est, les intégrés ne résistent pas. Ils ne pensent même plus. On se vide de notre sang pendant qu'on attend. » Soudain, une transmission s'alluma. Pas en direct. Un enregistrement, compressé, codé. Source. Petra. La voix de Jonah, fatiguée mais ferme, résonna dans le haut-parleur. Les rois se rassemblent, non par la force, mais par séduction. Les esprits les ont attirés. Ne soyons pas séduits de la même manière, ni par la peur, ni par l'orgueil, ni par le désir de riposte. Restons ancrés dans la foi. Personne ne parla. Au bord des terres désolées du Sahara, une tempête de sable montait à l'horizon, mais les drones avaient disparu. 2 éclaireurs revinrent du périmètre, couverts de poussière, les yeux vides. Aucun patrouilleur y a, dit l'un. Rien sur 300 kilomètres. Ils se retirent. La commandante de l'avant-poste resta silencieuse, les yeux fixés sur la brume de chaleur, regardant le sable tourbillonner comme de la fumée. « Ils ne se retirent pas, » dit-elle. « Ils font de la place pour quelque chose de plus grand. » À Petra, Evelyn tapa sur le terminal. Un flux audio brouillé s'activa. Fréquence Unity, probablement rebondi sur un nœud orbital endommagé. Dernier paquet clair avant perte totale du signal, dit le technicien. Origine, Naomi Levy. Cryptage fracturé, mais intact. Le message perça les interférences. La voix de Naomi, calme, fatiguée, résonna. Les fractures ne sont pas seulement dans la terre, elles sont en nous. Le remnant se brise. Certains veulent te frapper. D'autres veulent se rendre. Certains ne croient plus. Je ne sais pas si nous pourrons les retenir. Mais si Petra tient encore debout, il faut qu'elle le reste. Tenez bon jusqu'à la fin. C'est tout ce que je demande. Et au-dessus de Petra, la nuit tomba, révélant enfin ce que la prophétie avait gardé caché jusqu'à maintenant. Voici le texte traduit en français avec les paragraphes sans ajout. Le ciel changea sans avertissement. Ce n'était ni un éclair, ni une aurore. C'était autre chose. Au-dessus de l'horizon, une lueur vacillante, comme un voile qu'on écarte. Les étoiles s'éteignirent une à une, comme si elles détournaient le regard. Puis une lueur, cramoisie et or, ondula à travers les cieux, spirale au-dessus des falaises du désert. La lumière semblait animée d'une intelligence étrange, comme si elle savait qu'on l'observait. Adrien sortit de la chambre principale, une main posée sur la porte de pierre. À ses côtés, Evelyn murmura « Qu'est-ce que c'est ?» Il secoua la tête. « Aucun système ne pourrait projeter ça. Le réseau est hors service. » À travers chaque bastion, le remnant émergea. Des bunkers, des grottes, des enclaves en ruine, se couvrant les yeux. Certains pleuraient, d'autres s'agenouillaient. Quelques-uns fixaient simplement, trop épuisés pour deviner. Jonah se tenait avec Alia près de la crête nord. La main de la fillette dans la sienne, elle n'avait pas peur. Elle chantait,
Une mélodie inconnue, sans langue identifiable. « Ah, est le signe ?» demanda doucement Evelyn. Jonah ne quitta pas le ciel des yeux. « Non, pas encore. C'est le souffle avant le verbe. » Evelyn le regarda. « Alors, qu'attendons-nous » La voix de Jonah était basse, sûre. « Que l'épée descende. » Hot. Et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon.